si la célébrité est une quête pour beaucoup encore, les expériences d'anonymat volontaire se multiplient dans nos sociétés. C'est cette nouvelle contre-culture que décrypte le journaliste Yann Perrault dans son nouvel essai. Les exemples ne manquent pas d'écrivains qui se cachent derrière un pseudonyme ou de musiciens qui avancent masqués. Une histoire de l'incognito par Benoît Puichot. Nice outfit. Comme Batman, vivons heureux, vivons cachés. Les Daft Punk ont leur masque de robot, la star du roman italien un pseudonyme, et Banksy une identité secrète qui intrigue le monde entier. Certains artistes revendiquent leur anonymat, à des fins légales quand on fait du street art sauvage comme Space Invader, ou comme la pop star Sia pour protéger sa vie privée. Une démarche paradoxale, parfois soupçonnée de coût marketing par le public pour qui la célébrité est la valeur la plus recherchée. Le journaliste Yann Perrault a enquêté sur ces expériences d'anonymat dans la culture. Dans Incognito, il revient sur l'histoire de cet art du camouflage. Pour les Daft Punk, par exemple, c'est à l'origine un acte militant. Il ne faut pas oublier que même la musique électronique, au début, était une musique anonyme. Le DJ était un anonyme. C'était toute la force de cette musique, toute la radicalité de cette musique. Elle s'est inventée par opposition à la vieille rockstar un peu ringarde. Les pionniers de la musique électro sont notamment Underground Resistance, qui sont un collectif de Chicago et qui appelle à la révolution sonore et à l'anonymat. Et les Daft Punk s'inscrivent dans cette tradition et rendent hommage à ces pionniers. Chez les artistes, l'anonymat remonte à bien plus longtemps. Petit coup d'œil dans le rétro, direction le XVIe siècle. En 1547, François Ier impose que le nom des auteurs soit systématiquement apposé sur les livres publiés. Pour se protéger de la censure, les écrivains lancent la culture du pseudonyme, de Descartes à Montesquieu qui prétendait être le traducteur de ces lettres persanes. Et puis certains auteurs également, je pense à Rabelais qui a pris aussi plein de pseudos, l'ont fait pour être libre. Beaucoup d'auteurs ont pris des pseudos pour pouvoir être publiés. Donc effectivement, les femmes ne pouvaient pas être publiées sous l'Angleterre élisabéthaine en tant que femme, donc elle prenait des pseudos masculins. Ensuite vient un peu autre chose qui est de s'inventer un pseudo pour se détacher de l'auteur qu'on est devenu, presque trop connu, et pour pouvoir recréer plus librement. Et ça, c'est l'exemple de Romain Gary. Émile Ajar, vous connaissez ce nom, c'est l'auteur de Gros câlin et de La vie devant soi, qui avait obtenu le prix Goncourt en 1975. Eh bien, Émile Ajar n'était autre que Romain Gary. Dans les années 70, Romain Gary trompe son monde avec son double fictif, Émile Ajar. Mais il cherche d'abord à se réinventer. C'est un auteur extrêmement productif, toujours, qui écrit environ un roman par an. Mais c'est un auteur qui se sait terminer. Et qui va trouver comme seul moyen de se faire à nouveau lire par les critiques et par le public, évidemment de s'inventer un nouveau nom, mais surtout de s'inventer un style. Ajar, ce n'est pas seulement le pseudonyme de Gary. Ajar, c'est Romain Gary à 20 ans. Je crois que la modernité absolue, c'est ce qu'a accompli Gary. C'est le fait de ne pas vouloir de célébrité, de ne pas vouloir que son propre nom soit inscrit sur ses livres. C'est-à-dire que seule l'œuvre soit jugée. Je crois qu'on peut très bien s'intéresser dans une œuvre à l'espèce de figure de l'auteur que nous devinons derrière son texte, mais qui n'est pas sa personne, précisément. Les années 60 sont un moment intéressant, puisque, effectivement, Barthes prône la mort de l'auteur, et plein d'artistes commencent à créer des œuvres anonymes. Richard Long marche simplement dans la nature et dit « voilà, ça c'est mon œuvre ». Deleuze et d'autres inventent des nouvelles formes en peignant des toiles absolument banales. Et donc il y a tout un art effectivement anonyme qui se met en place, tandis que l'auteur s'efface. Est-ce qu'il essaie de faire quelque chose qui ressemble à un travail d'un autre? No, it's just really doing nothing. Oh. On a tendance à associer Warhol à la culture de la célébrité. Et en fait, effectivement, il a compris que c'était l'ADN de son époque, mais pour mieux déconstruire et dépasser ça. Quand il peint Marilyn Monroe, il la dépeint finalement. Elle devient de plus en plus pâle et son image s'efface. Et à la fin de sa vie, il voulait lui devenir un robot aussi, fasciné par les robots. Parce que justement, les robots ne sont pas des individus. Pour paraphraser Warhol, dans le futur, on cherchera tous plutôt un quart d'heure d'anonymat. À l'heure de la surveillance de masse, impossible de préserver sa vie privée, notamment sur Internet. La culture numérique résiste et avance masquée. We are anonymous. We are legion.
Aujourd'hui, à contrario, l'anonymat est vu comme quelque chose de dangereux sur le net. L'anonymat reste très subversif, parce que c'est de plus en plus difficile d'être anonyme. En revanche, ce qui est rentré dans les mœurs, et ce qui est maintenant une banalité, c'est d'avoir plusieurs identités. Hey mec, wouhou! Excusez-moi. Super Costa! Wouhou!